Karine Thuil, dans une de vos interviews, j'en ai lu plein, donc je ne sais plus laquelle, vous dites, vous citez Simone de Beauvoir, on est le produit de ses admirations. Vous vous souvenez de ça? Ah non, c'est drôle, Vous aviez oublié? Ouais. Bon, alors, vous allez avoir du mal à répondre à ma question. C'était à qui ou à quoi pensiez-vous quand vous faisiez cette citation? Non, mais c'est vrai, enfin, je partage totalement... Vous partagez votre avis? Je partage totalement. Vous entendez? Je pense que ça marche. C'est vert? Est-ce que c'est vert? Oui, donc oui, ça marche. Oui. On est le produit de ses lectures et comme j'admire souvent des écrivains ou des philosophes, donc voilà, c'est vrai que parmi mes admirations, il y a beaucoup d'auteurs, dont Simone de Beauvoir, qui ont compté. Alors, j'espère qu'on est un peu le produit de ces admirations. En tout cas, on se nourrit, on est nourri par ces lectures ou par ces grands modèles. Enfin, alors, si je vous demande 3 auteurs qui ont changé votre vie, qui vous ont formé, ou que vous amèneriez sur la fameuse île déserte, qui seraient les 3 auteurs dont vous avez besoin pour survivre? Excusez-moi, j'ai un cheveu. Alors, j'emmènerais... c'est une question très difficile, l'histoire de l'île déserte. Et puis on y répond différemment selon les jours. Si vraiment c'était sur une île déserte, j'emmènerais la Bible, donc mais je ne citerai pas pour avoir vraiment... et les commentaires, comme ça, on a vraiment de quoi travailler, de quoi lire. Parmi les personnalités qui ont compté dans mon travail d'écrivain, je citerai Camus, parce que je l'ai découvert à l'adolescence. Je me souviens que ma mère me faisait lire certains textes qu'elle lisait en même temps, et je me souviens de la lecture de L'étranger de Camus, parce que ça paraît très simple. À la lecture, c'est fluide, c'est facile à lire, c'est un texte court, et pourtant toutes les grandes questions morales, éthiques sont posées dans ce livre. Et vous en discutiez après, puisque vous lisiez les livres en même temps? Et après, on en discutait. Oui. Et puis c'est elle qui les choisissait. C'est vrai que c'était souvent des livres avec une dimension sociale ou politique. Et donc, je citerai sans doute Camus, Philip Roth aussi, ce grand écrivain américain que je cite souvent, a été important parce que il abordait des questions qui tournent de thématiques autour de la judéité notamment. Qui ont souvent été de l'ordre de l'intime pour moi pendant longtemps, et qui se sont révélés très tôt dans l'écriture, notamment dans mes 3 premiers livres, qui étaient une sorte de trilogie sur la famille juive. Et donc j'ai compris avec lui qu'on pouvait, en tant qu'écrivain, aborder ces questions qui sont longtemps restées taboues pour moi, notamment donc, ce rapport à la judéité, donc Philip Roth. Après, un troisième, c'est difficile, il y en a tant, donc... puisqu'on a parlé de Simone de Beauvoir, oui, elle a compté aussi en tant que femme, parce que c'est vrai, quand on lit Simone de Beauvoir pour la première fois, on découvre tout un univers, une façon de penser, une liberté aussi. Et donc c'est aussi une des personnalités qui ont compté pour moi. Bon, alors, portrait rapide. Vous êtes née à Paris, famille d'origine tunisienne. Ce sont vos parents qui sont venus ou c'est vos grands-parents? Mes parents sont arrivés à l'âge de 18 ans en France. Donc vous grandissez à Paris, dans une famille où on parle français, je présume? Oui, tout à fait. Mes parents étaient... mon grand-père était journaliste en Tunisie. Ma mère... elle était même à l'école des sœurs, je me souviens, parce qu'elle me disait tout le temps ça. Elle était dans une école catholique, c'est étrange, ils étaient juifs, en Tunisie. Et j'ai grandi, je suis née à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne, et voilà, puis après je suis retournée vivre à Paris. Vous entendez tous bien ça? C'est bon. Élève brillante, en tout cas bonne élève, je présume. Bonne élève, brillante, oui. Je n'aurais pas la prétention. Donc on va dire élève brillante. Études de droit, vous faites du droit des affaires, du droit de la com, et puis au moment de faire votre thèse, vous décidez, basta, c'est pas ma vie, je veux devenir écrivain. En fait, j'ai toujours écrit. Je voulais devenir écrivain depuis très longtemps, donc j'écrivais déjà quand j'étais très jeune, et j'avais écrit un premier roman à 19 ans, qui n'a pas été publié, puis un second à 21 ans qui n'a pas été publié, et c'est finalement le 3e que j'avais écrit à 25 ans qui a été publié 2 ans plus tard. Donc
en fait, j'ai fait des études de droit un peu pour contenter mes parents et les apaiser parce que c'était pas pour eux une voie fiable, rassurante. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps aussi pour être publiée. Et quand j'ai enfin été publiée, j'étais en 2e année de thèse et j'ai décidé pendant un certain temps de mettre entre parenthèses ces travaux de recherche pour me consacrer à l'écriture. Et mon second livre, Interdit, avait eu un succès critique et notamment s'était retrouvé sur la liste du prix Goncourt. Déjà. Et donc ça lui a donné une lumière très forte et après j'ai ça vous a convaincu que vous pouviez prendre le risque de plonger. Enfin en tout cas je n'ai plus envie de faire que ça en fait. Alors vous racontez dans une interview que j'ai aussi piochée grâce à l'internet. Vous racontez, à l'époque, votre plus jeune fils, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous racontiez que vous organisiez vos journées autour des enfants, que donc le matin, vous ameniez les enfants à l'école, que le soir, il fallait aller chercher le petit à l'école, faire un dîner, que vous faisiez chacun son menu parce que les enfants étaient difficiles. Et puis vous ajoutez, si je me souviens bien, que vous qui ne fumez pas, quand vous écrivez, vous avez une cigarette à la bouche. C'est toujours vrai ou c'est comme la citation de Simone de Beauvoir, vous avez oublié? Non, ça ne l'est plus. Puis tout ça est très romancé quand même. Parce qu'en réalité, c'est vrai que je consacrais toujours beaucoup de temps à l'écriture. Et c'est vrai, ça a beaucoup occupé de mes enfants. Parce que je pense que je suis très attachée à la notion de transmission. De la même façon, ce que nos parents ou nos grands-parents, qui pour moi étaient très importants, mes grands-parents, m'ont transmis, et ce qu'à mon tour, je peux transmettre à mes enfants. Cette question-là est importante pour moi. Et quand vous écrivez, vous êtes structuré, vous êtes discipliné, vous dites je fais X pages de 10h du matin à 14h, ensuite je vais courir, enfin comment ça se passe? Alors je travaille tous les matins. Oui, en fait, voilà, vous êtes quand même... Mais après, je ne m'impose pas. Il y a des jours où je ne travaille, où finalement rien ne vient. Alors, je pense qu'il faut en finir avec le mythe de la page blanche. Et pour moi, l'écriture, c'est un peu finalement comme une discipline sportive. C'est-à-dire que tous les jours, vous devez vous mettre à la tâche. Alors parfois, vous n'êtes pas productif, parfois vous êtes fatigué, rien ne vient. Effectivement, vous n'êtes pas inspiré. Mais c'est quand même une discipline. Donc tous les jours, je me mets au travail. Alors dans la période idéale d'écriture, je travaille toute la journée jusqu'à environ 4h30. Et puis le soir, j'essaye de consacrer du temps à la lecture. Et vous faites quand même beaucoup de recherches. Là, par exemple, pour ce livre, on va y venir tout à l'heure, vous avez quand même suivi un ou plusieurs procès. Plusieurs même. Procès. Donc ça veut dire que quand vous avez choisi un thème, vous vous donnez un certain temps pour faire la recherche. C'est comme ça que ça fonctionne? En fait, c'est mêlé, c'est-à-dire que je peux passer 3 jours, parce que les procès, il y en a pour viol aux assises, il n'y en a pas toutes les semaines. Donc quand il y en a un, j'y allais, je le suivais pendant 4-5 jours, et puis après, j'écrivais pendant 1 mois ou 3 semaines, et après, je rencontrais aussi des gens, des avocats. Enfin, l'écriture et l'enquête sont étroitement mêlées. Alors moi, je me suis posé une question en vous lisant, pas seulement celui-là, parce que tous vos livres, enfin, tous ceux en tout cas qui me sont passés entre les mains, partent... C'est comme si le noyau était un élément d'actualité, un fait divers ou quelque chose qui se passe dans la réalité. Alors ça peut être la façon dont on traite les étrangers sans papier dans un centre de rétention, ça peut être la MeToo, l'affaire, enfin les questions autour du viol, de la zone grise, comme vous avez appelé. À chaque fois, il y a quelque chose... Et je me suis demandé si la non-fiction ne vous avait jamais tenté. Enfin, parce que quand vous suivez des procès d'assises, vous pourriez aussi les raconter tels qu'ils se sont passés. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus? D'abord, j'écris pour comprendre. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment... la littérature, c'est vraiment un questionnement. Et l'écrivain est celui qui va poser les questions, qui l'interpelle, qui le... mais sans avoir... On n'est pas obligé de faire de la fiction. Alors, voilà. Donc déjà, l'écriture, en tout cas pour moi, c'est ce processus-là, c'est ce processus de questionnement. Donc j'écris sur des sujets qui m'intéressent. C'est parce que je vais être interpellée par
par un sujet, mais ça peut être un sujet intime, ça peut être un sujet d'actualité, je vais avoir envie d'écrire. Après, il me semble qu'on a une liberté dans la fiction beaucoup plus grande que dans la non-fiction. Moi, j'aime beaucoup intégrer des éléments, finalement, de penser la société, mais en conservant la liberté que permet, qu'autorise le roman. C'est-à-dire que mes personnages sont des personnages de fiction, je peux les emmener là où j'ai envie, et je n'ai pas à rester fidèle à une affaire en particulier, si bien que d'ailleurs dans le roman, vous avez des personnages qui sont soumis à différentes problématiques. Il y a la question de l'antisémitisme, la condition de la femme, il y a différents sujets en fait qui sont effectivement le produit de mes peurs et qui apparaissent dans le livre. Mais si j'ai déjà essayé, en fait, pour être tout à fait franche, la non-fiction. Ce n'est pas un genre qui me convient. Alors, peut-être qu'il y a aussi une mise en scène de soi, une implication plus grande dans la non-fiction. Le roman permet quand même aussi à la fois d'aborder des sujets personnels qui vous touchent, mais de garder une certaine distance. Et comme j'aborde quand même des sujets parfois durs, voilà, en tout cas cette distance est parfois nécessaire. Je voudrais rebondir sur quelque chose que vous aviez dit tout à l'heure quand on a commencé. Vous parliez de Philippe Roth et du fait qu'il vous avait permis d'aborder, enfin, vous avez montré qu'on pouvait aborder la question du judaïsme. Je me suis souvent demandé pourquoi il y a aux États-Unis une école juive américaine, un roman juif américain. Alors c'est Philippe Roth, c'est Bernard Malamud, il y en a qui sont plus liés à Cécile Bello. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça en France, à votre avis? Vous en avez déjà posé la question Déjà, la place du juif en France n'est pas du tout la même qu'aux États-Unis. Moi, en plus, j'ai été élevée dans une famille où on cachait plutôt sa judéité, on en parlait très peu, c'était une affaire très privée, on en parlait à la maison, mais pas à l'école. Et le peu que je connais des juifs américains, ils vivent leur judaïté de manière beaucoup plus décomplexée. C'est pas un problème, ils en parlent facilement. Là-bas, quand vous êtes juif, vous n'avez pas de problème particulier pour pratiquer en tout cas votre judaïsme. L'histoire en France, l'histoire du juif de France est quand même beaucoup plus compliquée en France. Et puis les événements aussi pendant la Seconde Guerre mondiale ont évidemment joué un rôle particulier qui fait que les générations suivantes, les générations de juifs suivantes ont plutôt voulu un peu raser les murs. Donc il y a peu effectivement d'écrivains juifs de ma génération qui abordent ces sujets-là. C'est plutôt des écrivains américains, et je me sens d'ailleurs très proche d'écrivains comme Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss ou Nathan Englander, mais ce sont des anglo-saxons. Et vous pensez que c'est juste les thèmes, ou est-ce que c'est aussi l'écriture? Parce que par exemple, Roth, Malamud, Bello, il n'y a pas que les thèmes qu'ils ont en commun. Je trouve qu'il y a un rythme, il y a une mélodie dans leurs livres qui... Nous, c'est vrai qu'il y a eu quand même le nouveau roman. Il y a eu après cette grande vague d'autofiction. C'est aussi les différents courants littéraires qui ont marqué la France, qui ont sans doute influencé évidemment les générations suivantes. Peut-être que le roman américain est plus ample. En tout cas, c'est vrai que moi, pour certains de mes romans, je me sens plus proche des grands romanciers américains. La façon de travailler, c'est-à-dire avec une enquête, souvent sur des sujets de société, c'est des romans assez amples, moins intimistes que la fiction française. Que la fiction française, pendant un temps. C'est en train de changer, mais pendant un temps, il y a quand même eu... on a eu le nouveau roman, il y a eu aussi, il n'y a encore pas très longtemps, l'autofiction quand même, qui était un phénomène important en France. Ouais. J'ai une dernière question que je voulais vous poser avant qu'on en arrive au livre. Vous parliez un tout petit peu de vos parents qui sont arrivés de Tunisie. J'ai l'impression que l'exil est un thème qu'on retrouve dans beaucoup de vos livres. Alors vous êtes né à Paris, vous avez grandi, vous le disiez, en banlieue parisienne. Vous pensez que l'exil, ça passe dans le lait que l'enfant boit, que c'est génétique ou que c'est... Alors c'est une très bonne question. Le poète turc Nazım Hikmet disait « c'est un dur métier que l'exil ». Et je pense que malgré eux, effectivement, mes parents
ont transmis leurs peurs et leurs angoisses. C'est-à-dire que j'entendais le récit familial et c'était quand même un récit qui était fait de chagrin, d'avoir renoncé au paradis de l'enfance. En plus, c'était quand même une histoire assez douloureuse. Mon père avait perdu son père quelque temps avant le départ, donc il s'est retrouvé à 18 ans avec des frères encore en bas âge, une mère qui devait tous quitter le pays. Donc c'était un récit familial triste, assez triste. Et évidemment, ça a eu une influence. Et d'ailleurs, je pense que l'écriture est une forme de réparation. Parce que dans quasiment tous mes livres se pose la question de la place sociale. Finalement, quelle est notre place quand on est immigré, quand on est fils d'immigrés, quand on est issu d'un milieu social moins favorisé. Donc j'ai beaucoup écrit sur les minorités aussi dans mes livres. Cette question de la place sociale est vraiment au cœur de mon travail et je pense que ça vient évidemment de mes origines, qui était puisque il y avait ce message subliminal qu'il ne fallait pas déranger, comme si on n'était pas vraiment pour être accepté, voilà, il faut pour se faire être discret. accepté. J'entendais souvent cette phrase, il ne faut pas déranger, donc ça veut dire qu'il ne fallait pas faire de bruit pour ne pas déranger les voisins, il fallait être très bon à l'école pour ne pas se démarquer, et en fait finalement on finissait par se faire remarquer aussi. Justement parce qu'on était très bon. Voilà, et donc mais je pense que ces peurs-là, ces angoisses-là se transmettent. Bon, c'est une question de pure curiosité. Est-ce qu'il y avait aussi le côté vacances familiales? On retournait en Tunisie ou on partait dans le sud de la France, les grandes tablées, les cousins? Non, pas du tout. Tout. D'ailleurs, on n'est jamais retourné. Et puis, alors ça, c'est intéressant. En ce sens, je suis très proche, par exemple, d'Alain Finkielkraut. Moi, j'ai été élevée dans l'adoration de la France. Donc, c'est-à-dire que mes parents voulaient qu'on soit de parfaits Français. Ils avaient une passion pour la France, pour... ma mère pour la langue française, pour la littérature française. Il me répétait tout le temps ce que la France nous a donné. Je n'ai jamais entendu en fait un récit négatif sur la France. D'accord. Et encore aujourd'hui. Donc il y avait ce désir d'une certaine façon de rompre un peu avec le passé. Et c'est au fil des années que le passé est revenu et qu'ils ont réintégré leur histoire de manière plus intime. Vous me faites penser à ce que disaient les générations de migrants précédents, heureux comme Dieu en France. Enfin, c'est un petit peu... et vous disiez que donc c'est en lisant que vous avez été amené à réfléchir à votre identité juive, c'est ça ou c'est... Oui. En fait, chez moi, on m'avait on n'avait pas parlé, donc on parlait très peu de la judéité, on m'avait pas parlé de la Shoah. Et en fait, non, mais mes parents n'en parlaient pas. Et en fait, on parlait pas de la Shoah, on parlait d'Israël? Non, très peu. J'avais une tante qui vivait là-bas, mais très peu, on n'y allait pas. Et en fait, très jeune, j'ai lu La Nuit d'Elie Wiesel. Et ça a été un moment, je m'en souviens très bien, parce que... donc après, j'ai lu Primo Levi, Robert Antel. Enfin, pendant très longtemps, j'ai lu, pendant une longue période... toute la littérature de la Shoah. Voilà, toute la littérature de la Shoah. Et ça a été un événement très marquant, parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qui, dans notre identité, avait pu susciter tant de haine, en fait. Et donc, à l'origine, il y a vraiment une incompréhension. C'est pour ça que quand je vous disais, j'écris pour comprendre, c'est parce qu'il y a quand même cette incompréhension qui est très vive, très douloureuse à la petite adolescence. Là, j'ai découvert... Donc vous avez quoi, 14 ans et vous tombez sur La Nuit d'Elie Wiesel. Voilà, un peu plus jeune peut-être. Voilà, je ne sais plus comment je l'ai lu, si c'est ma mère qui me l'avait donné à lire. Peut-être elle vous dirait sans doute qu'elle m'en avait déjà parlé. En tout cas, moi, j'en ai pas souvenir dans le... Alors ça faisait pas partie de l'espèce d'univers familial. Donc c'est vraiment tombé comme une grenade qui a explosé au milieu de la pièce. Et ça a été un immense choc. Et j'ai vraiment tout lu pendant des années. J'ai lu énormément de textes sur ce sujet. Bon, on va passer à votre livre parce que je voudrais avoir le temps
Donc, je vais demander que vous nous lisiez un passage, et puis on va en parler après. Donc, page 71, vous verrez quand vous en aurez marre, vous arrêterez. D'accord. Vous n'avez pas une idée? Bon, non, je n'ai pas mis. En général, je suis brève parce que oui, je pense que certains lisent mieux que les auteurs eux-mêmes. Vous ferez 1 minute 30, 2 minutes, ce sera très bien. Un chagrin d'amour pouvait-il être considéré comme la plus grande épreuve d'une vie? Tout amour était-il une illusion? L'amour rendait-il heureux? Était-il raisonnable d'aimer? L'amour était-il un jeu de hasard? Qui aimait-on dans l'amour? Pouvait-on vivre sans amour? Y avait-il une vie après l'amour? Comment se remettre rapidement d'une rupture amoureuse? Alexandre se rappelait la façon dont Yasmina Vasseur avait mis un terme à leur relation. Le lendemain de son avortement, elle avait brutalement cessé de répondre à ses messages et l'avait évincé de tous ses réseaux sociaux. L'un de ses amis lui avait expliqué qu'il s'agissait d'un nouveau phénomène comportemental, le ghosting, du mot ghost, fantôme en anglais. Du jour au lendemain, la personne que vous aimiez disparaissait sans un mot. C'était une forme d'abandon extrêmement violente. Vous étiez littéralement effacé de la vie de quelqu'un en quelques clics. Il avait insisté et réclamé des explications à cette soudaine froideur, sans succès, jusqu'au jour où il l'avait retrouvée. Ne pouvant plus l'éviter, elle avait dit ces mots dont il se souviendrait toujours. « Je ne sais pas si mes nouvelles fonctions sont compatibles avec notre histoire. » Elle venait d'être nommée directrice du cabinet du ministre de l'économie. Elle ne voulait pas prendre le risque de briser sa carrière pour un homme plus jeune, sans emploi, qui ne lui offrait aucune autre garantie que l'assurance d'être déraisonnablement aimé pendant un temps qu'aucun d'entre eux ne pouvait déterminer à l'avance et dont ils savaient, l'un comme l'autre, qu'ils seraient limités. Bon. Voilà, vous avez un tout petit aperçu de l'écriture. J'ai beaucoup hésité, c'est toujours difficile de choisir un passage, j'ai choisi celui-là parce que Alexandre est au cœur de ce livre. Alexandre, c'est le fils d'un journaliste qui s'appelle Jean Farel et de son épouse qui s'appelle Claire. Je résume en 3 lignes. C'est ce qu'on appelle un couple de pouvoir en anglais. C'est vraiment, lui, c'est un grand présentateur télé, il a près de 70 ans, il règne sur des émissions de politique depuis des années. Elle est beaucoup plus jeune que lui, elle est universitaire, il l'a aidée dans sa carrière, et elle est féministe. Et donc Alexandre est leur fils, il est polytechnicien et il doit partir faire des études aux États-Unis. Et l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'une fêlure, vous êtes d'accord? D'une cassure, d'un dérapage. D'une chute. Et alors, il y a plusieurs thèmes. Le thème de l'amour, quand même, qui est sous-jacent, qui n'est pas exprimé, mais qui, selon moi, est un des thèmes, vous savez, comme un petit ruisseau souterrain. Et puis, alors, ce qu'il y a en surface, c'est d'abord tout le débat autour des relations sexuelles qui sont en train d'être redéfinies entre hommes et femmes. Je pensais évidemment à votre livre il y a 2 jours. Vous avez sans doute entendu tous cette jeune actrice Adèle Haenel qui accuse le premier réalisateur qui l'a fait tourner d'attouchement, d'emprise sexuelle quand elle était gamine. Cette histoire MeToo, balance ton porc, tout ça, c'est un peu le paysage dans lequel on évolue tous en ce moment. C'est aussi le paysage de votre livre. Alors en fait, ça intervient au moment du procès, si, mais en fait, moi j'ai commencé ce livre bien avant MeToo. En fait, j'ai commencé en juin 2016, après avoir eu connaissance d'un fait divers qui avait eu lieu aux États-Unis. En fait, en juin 2016, il y avait un procès qui opposait un jeune étudiant de l'université de Stanford et une jeune femme qui était présente sur le campus lors d'une soirée et qui l'accusait de l'avoir agressée sexuellement. Et le verdict rendu par le juge était de 6 mois de prison, dont 3 fermes. Et ce verdict avait été considéré comme trop clément par de très nombreuses femmes aux États-Unis. Et donc, il y avait eu une vague d'indignation.
Donc on était bien avant MeToo, et c'est à partir de là, à partir de ce fait divers, que j'ai commencé à me rendre aux assises de Paris pour assister à des procès pour viol. Et quand effectivement il y a eu cette révolution MeToo, j'ai été évidemment contrainte aussi de l'intégrer au livre. Je dis contrainte parce que c'est très difficile d'écrire à chaud, en fait, quand on est en pleine écriture et que vous êtes rattrapé par le réel. C'est très compliqué parce que vous n'avez plus cette distance. Donc, mais mon personnage principal, Claire Farrell, comme vous l'avez dit, est une essayiste connue pour ses engagements féministes, et donc il était impossible pour moi de ne pas évoquer ce qu'elle-même pouvait ressentir suite à cette révolution, d'autant que le procès a lieu à cette période, donc en pleine phase de mutation. Donc pour vous, le personnage principal, c'est Claire? Ah non, pour moi, il y a plusieurs personnages. Enfin, pour moi, c'est non, vraiment... parce que vous disiez mon personnage principal. En fait, oui, c'est-à-dire, il y a Claire, elle est importante. Il y a Jean, son mari, le fils. C'est vraiment une famille, en fait. Finalement, le personnage de cette histoire, c'est avant tout la famille. C'est la chute d'une famille qui a construit sa vie sur des apparences, et puis qui va voir toute cette construction sociale s'effondrer. Alors, je ne veux pas divulgacher, comme on dit maintenant, le livre, mais il y a cette famille, il y a une autre famille qu'on ne connaît pas bien, mais enfin qui est très liée, qui est la famille de la jeune femme qui subit la violence sexuelle d'Alexandre, et qui est liée puisque, en fait, le père est l'amant de la mère d'Alexandre, donc il est l'amant de Claire, et c'est une famille juive religieuse. Pourquoi ? En fait, c'est la rencontre de deux mondes qui n'avaient aucune raison de se rencontrer. Vous parliez de l'amour tout à l'heure, donc c'est vrai que le livre aborde le sexe dans sa dimension magnifiée, donc l'amour, et dans sa version de prédation et de violence à travers le récit du viol. Et donc, cette histoire, c'est avant tout aussi une histoire d'amour entre Claire et un professeur de français qui est professeur dans une école juive et qui, un jour, l'invite à parler de son travail dans l'école où il est enseignant. Et il tombe amoureux de cette femme, alors qu'ils viennent de deux mondes radicalement différents. Lui est marié, il a 2 filles. En plus, il a un contexte familial très douloureux, puisqu'il habitait à Toulouse au moment des attentats de Toulouse en 2012, et ses filles étaient présentes à l'école. Donc après ce drame, ils ont voulu dans un premier temps faire leur alia pour refaire leur vie et oublier cette tragédie, et ça s'est très mal passé pour eux en Israël, et donc ils sont rentrés en France. La mère est devenue pratiquante, elle a trouvé dans la religion, dans la pratique rigoriste de la religion, une consolation au drame qu'elle avait vécu. Et à ce moment-là, il y a une rupture. Voilà. Et en fait, la rupture, elle vient de là, en fait, aussi. C'est parce qu'ils se sont aussi étrangers à sa femme qui s'éloigne d'elle. C'est que lui est beaucoup plus traditionnaliste, et tout d'un coup, sa femme donc, lui impose... notamment, il y a une scène où je raconte la séparation, la pureté rituelle, et lui, en fait, il n'est pas prêt pour ça. Et c'est le moment où il va rencontrer cette femme, Claire, et il va tomber fou amoureux d'elle, et donc il va... effectivement tout quitter pour vivre avec elle, sans imaginer effectivement les conséquences dramatiques qui vont se jouer par la suite. Alors, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé dans votre livre, c'est que donc on suit l'histoire de ces deux familles, et ça débouche puisque Alexandre est accusé par la fille de l'amant de sa mère, est accusée de viol, et il y a un procès. Et donc, on suit ce procès, et à un moment, vous mettez un des personnages, un des témoins, qui est un dealer qui a vendu à Alexandre du shit, enfin, je ne sais pas, je me souviens plus quoi, il lui a vendu quelque chose, et donc il vient témoigner au procès, et il s'adresse à la juge en lui disant « votre honneur ». Et la juge, évidemment, lui dit « vous n'êtes pas dans une série américaine, on est en France, on ne dit pas votre honneur ». Et j'ai pensé, en vous lisant, je me suis dit « mais
Mais c'est vrai, moi aussi. Enfin, je suis fan des séries américaines. Il y en a une qui s'appelle The Good Wife qui se passe dans le monde de la justice. Je suis beaucoup plus familière avec le fonctionnement de la justice américaine qu'avec le fonctionnement de la justice française. Votre prochain truc, c'est une série sur un cabinet d'avocats à Paris. Il faut nous donner ça, quoi. Alors c'est étrange, moi je regarde pas beaucoup de séries. J'ai commencé à en voir après l'invention de nos vies parce qu'on m'avait dit que ça faisait penser à une série, mais j'en avais pas beaucoup regardé. Après j'en ai vu de très bonnes d'ailleurs, parce qu'ils sont souvent très en prise avec l'actualité, mais je n'ai pas vu celle que vous citez. Non, mais est-ce que vous trouvez pas ça étrange que dans notre imaginaire, un tribunal, ce soit un tribunal américain, dans notre imaginaire à tous? Parce que sans doute, il y a eu beaucoup plus effectivement, de filles. Oui, pourquoi? Ça, je ne sais pas. Moi, je sais que ça m'a passionnée de le faire en France, d'assister aux assises. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai été étonnée en allant assister à des procès. Et la salle est quasiment vide. Il y a très peu de personnes qui, comme moi, ont la curiosité d'assister à un procès. Alors que c'est très intéressant parce qu'un procès, ça révèle les dysfonctionnements de la société, ça révèle les fractures, c'est un monde en soi. Finalement, c'est peut-être un miroir de la société à un moment donné. Et je suis toujours étonnée de voir si peu de gens dans les salles d'audience. Alors, vous disiez tout à l'heure que la famille principale, le personnage qui est la famille Farrell, donc le mari, le père, qui est un journaliste. Bon, je ne sais pas si vous avez voulu faire un roman à clé, mais tout le monde s'amusera à mettre des noms sur le personnage de Jean Farrell. Il a un besoin pathologique de rester au centre, d'être sous les caméras, d'être un homme d'influence, d'être un homme de pouvoir. Claire, elle est beaucoup plus complexe. Elle est féministe, et quand son fils est accusé de viol, elle se retrouve paumée entre ses idées, ce qu'il a construit intellectuellement, et puis ses réactions de mère qui veut juste protéger son fils et le défendre. Je pense que c'est un peu ça que vous vouliez explorer. Oui, c'est ça. C'était une question que je trouvais intéressante. Quand vous avez porté, élevé, amené un enfant parfois jusqu'à la réussite, quand vous avez été présent à toutes les étapes de sa vie, et qu'un jour, à la vingtaine, il commet un délit, un crime, il se retrouve en prison, c'est extrêmement violent pour des parents. Et à ce moment-là, cette femme, effectivement, est du côté de son fils. Elle a envie à tout prix. Sa priorité, c'est de sauver son fils. Elle ne veut absolument pas croire la version de la victime, de Mila. Et elle se persuade que c'est un cauchemar, que c'est une invention, que tout va s'arranger. Tandis que son mari, lui, est dans un univers de pouvoir, donc il est convaincu que cette affaire va être vite réglée parce qu'il est intouchable. Mais elle est vraiment dans ce déni-là. Et c'est aussi, c'était avec un sujet comme celui-là, ce qui est intéressant, c'est justement de multiplier les points de vue en fonction de la position qu'on a. Et il y a eu beaucoup de débats autour du livre. J'ai fait beaucoup de rencontres sur ce sujet, et c'était intéressant parce que j'ai discuté avec des gens de tous les âges, d'ailleurs, parce qu'il y a des jeunes qui se sentent très concernés, parce que si ça m'arrivait, et les parents me disent à chaque fois, et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis demandé, et si c'était mon fils qui était accusé, comment je réagirais? Et si c'était ma fille qui me racontait qu'elle a été violée, comment je réagirais? Est-ce que je la pousserais à porter plainte? Et toutes ces questions, en fait, elles sont posées dans le livre à travers les réactions de tous les personnages. Est-ce que ce livre vous a fait évoluer? Il m'a fait énormément évoluer. C'est les procès, en fait, auxquels j'ai assisté qui m'ont fait énormément évoluer. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand j'ai entendu le fait divers de Stanford, moi aussi, j'ai pensé, le verdict est trop faible, c'est incroyable, il a eu 6 mois de prison pour ce qu'il a fait. Et quand on assiste à des procès aux assises, d'abord, on se rend compte que c'est l'accusé lui-même qui est au centre du dispositif judiciaire, puisqu'on va décider de son sort, est-ce qu'il va être incarcéré ou non. Et puis, on comprend toute l'ambiguïté et toute la vulnérabilité de la condition humaine. C'est-à-dire qu'on voudrait bien croire qu'il y a des gens qui commettent le mal et des gens qui commettent le bien, mais la réalité,
c'est qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans la nature humaine. Et on comprend vraiment ça au plus près au cours de l'audience, parce que vous avez parfois des gens qui sont accusés de viols atroces ou de crimes atroces, et puis tout d'un coup, vous avez un témoin qui arrive, qui est la femme de l'homme accusé, ou sa mère, ou un ami d'enfance, et qui vous brosse un portrait complètement autre, comme si c'était une autre personne en fait. Et cette vérité-là, cette vérité humaine, cette complexité de la nature humaine, on ne peut pas l'occulter. On veut l'occulter dans notre société, mais ce n'est pas ça la réalité. Donc le livre, en fait, raconte une réalité qui parfois nous met mal à l'aise. C'est-à-dire que moi-même, quand j'étais à l'audience, quand je ressentais tout d'un coup un peu d'empathie, j'étais très mal à l'aise. Parce qu'en plus, 3 minutes après, il y avait là où les victimes qui s'effondraient en larmes, qui étaient saccagées par le drame, et je m'en voulais d'avoir eu un moment d'empathie, et ça, je l'ai eu, parce que j'ai continué à aller à des procès après, j'ai même assisté au procès Mera en appel, et on voit bien que ces procès-là font finalement écho à quelque chose de très profond en nous. Moi, j'ai une dernière question et ensuite je vais laisser le micro circuler. De tous vos livres, est-ce qu'il y en a un qui vous est resté particulièrement cher ou qui est resté non terminé, ou vous vous êtes dit il faudrait que je revienne dessus ou Non, parce que je considère que quand il est terminé, il est fini. Enfin, je ne le relis pas, je l'oublie, enfin... Vous passez à autre chose. Je passe à autre chose. Après, il y a des textes qui comptent plus ou moins pour moi, ça c'est évident. Ça c'est très personnel. Parfois, c'est pas des textes que les gens ont aimés, enfin, en tout cas le plus aimé. Donc c'est assez mystérieux. Et celui-là, vous pensez qu'il va être comme les autres, il va être rangé dans son tiroir et ça y est, vous êtes déjà passé à autre chose? Alors celui-là, il compte pour moi, c'est celui qui est le plus important pour moi, pour 2 raisons. D'abord parce que je l'ai dédié à la mémoire de mon père. Et en fait, j'ai perdu mon père 3 jours après la parution du précédent, L'Insouciance. Donc ça a été un moment très, très difficile, très douloureux. Et j'ai écrit ce livre dans un état de très grand chagrin. Et je suis convaincue que finalement, le chagrin que vous subissez, que vous vivez, a une répercussion sur l'écriture. Peut-être que ça m'a permis aussi de toucher à une vérité intime sur un sujet difficile. Ensuite, voilà, le sujet lui-même, je pense que c'est un sujet important, c'est important d'en parler avec les générations. À un moment, je cite Gisèle Halimi dans le livre, et à l'époque, déjà, après le procès de 78, le procès d'Aix, qui a donc fait du viol un crime, elle disait qu'il faudrait changer les grands rouages de la machine culturelle. Et c'est vrai que c'est souvent parfois des incompréhensions, des codes culturels qui sont très différents, qui amènent à la transgression, à l'agression, au viol. Et donc si un livre permet d'engager des débats, et je pense notamment chez les jeunes générations. Vous allez dans les lycées, on vous invite à aller parler à des collégiens, enfin collégiens peut-être pas, mais lycéens. Alors déjà, j'ai participé à toutes les rencontres du concours des lycéens, donc à chaque fois il y avait 7-8 classes. Donc, j'ai eu beaucoup de discussions avec, on a fait 7-8 villes, donc c'était beaucoup de monde. Oui, je vais beaucoup en librairie, je fais quelques rencontres dans des classes, et c'est très intéressant de discuter avec les jeunes, mais aussi avec d'autres générations. Par exemple, moi j'ai eu beaucoup de discussions avec ma mère sur ces sujets, et elle me disait moi à mon époque il y a certains comportements qui étaient tolérés, on savait que ça pouvait arriver ou que ça se passait comme ça, et on voit bien chez les jeunes générations que ça leur est intolérable, et ça c'est intéressant parce que de discuter aussi de l'évolution, parce que les choses sont en train d'évoluer, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je passe le micro à quelqu'un. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est sur le livre en particulier, celui-là. Je voulais savoir si à un moment, vous faites aussi un peu, pas le procès, mais vous demandez aux femmes de se remettre en question sur la façon dont elles manifestent leur désir ou leur non-désir. Est-ce que vous avez bien appuyé sur le micro? Non, pas du tout.
Pas du tout. Au contraire, je dis dans le texte à un moment que, et ça j'ai découvert au palais de justice, qu'en fait il y a un phénomène qui s'appelle la sidération, qui fait que quand vous êtes agressé, vous êtes tellement tétanisé que vous n'avez pas la force de repousser l'agresseur ou de vous enfuir. Ça, c'est un phénomène qui est très très décrit dans tous les procès auxquels j'ai assisté. Ce phénomène-là, finalement, il y a très peu de femmes qui ont la force même physique de s'enfuir parce qu'elles ont peur, parce qu'elles aussi elles s'imaginent, est-ce qu'il n'y a pas un couteau, est-ce qu'il ne va pas me frapper, est-ce qu'il ne va pas se venger. Et puis l'effet de surprise aussi, ou de se dire il faut attendre que ça passe et puis après je vais oublier. Et en fait elle n'oublie pas. Non, absolument pas. Pour moi c'est très clair que parfois dans certaines situations une femme ou une jeune fille n'arrive tout simplement pas à dire non parce que c'est trop difficile. Non, c'est pas une critique, c'est que dans le micro, qu'on est peut-être parfois pas assez clair et qu'il y a quelques années on ne prenait pas conscience de ça et maintenant est-ce que c'est ça que vous avez voulu exprimer dans le livre, que maintenant il faut peut-être que les femmes soient aussi plus claires? Alors je ne sais pas si en fait c'est vrai qu'il y a un élément qui était intéressant dans les discussions que j'ai pu avoir et même dans les affaires auxquelles j'ai pu avoir accès, c'est l'incompréhension parfois. C'est-à-dire que les jeunes femmes disent c'est pas parce que je l'ai suivi, j'ai pris de l'alcool avec lui, j'ai flirté, j'étais habillée en jupe, etc., que j'avais envie d'avoir un rapport sexuel. Et en fait, le garçon, souvent, lui, pense que c'est finalement... C'est une expression qui revenait souvent dans les procès, les voyants étaient au vert et donc ils pouvaient passer. Et la jeune fille refuse et puis finalement il se dit, et c'est ce que les avocats généraux appellent le viol opportuniste, il se dit bon ben je passe en force et puis on verra bien. Et tout ça dure quelques minutes et c'est après que finalement souvent la jeune fille alors trouve ou pas la force d'aller porter plainte, mais en tout cas reste marquée à jamais. Et lui, comme mon personnage, est dans cette situation où il se dit moi je pensais qu'elle était consentante, ce que j'ai dit j'ai l'habitude de le dire, on avait pris de l'alcool, on avait pris de la drogue, quand je lui ai dit déshabille-toi, elle a enlevé son jean. Et en fait chacun a finalement se raconte sa propre histoire. Mais encore une fois c'est bien pour moi ce phénomène de peur et de sidération qui explique cette attitude de la jeune fille. Merci. J'ai encore une question. Maintenant, c'est par rapport à plus de romans que j'ai lus. Dans l'invention de nos vies, il arrive au sommet et une chute. Quand j'étais drôle, il arrive aussi, peut-être pas au sommet, mais il a du succès et il n'a plus rien. Et là, Alexandre, il est promis à un super avenir et tout d'un coup, il a plus... son horizon il est bouché. Est-ce que vous faites exprès ou est-ce que c'est un rapport à la chute qui est inconscient? Enfin, je sais pas. Alors en fait, ce qui m'intéresse, c'est effectivement les gens au moment précis où ils tombent ou au moment précis où ils sont tentés par le saccage. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment sur la notion de libre arbitre. En tant qu'individu, on a toujours la possibilité de faire le bien, le mal, de suivre une voie ou une autre. On est sans cesse confronté à des choix qui vont avoir une influence déterminante dans nos vies. Et ça m'a toujours beaucoup... C'est une sorte de responsabilité immense, en fait, qui nous incombe au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien... Voilà, du point de vue romanesque, c'est très intéressant, en fait, de développer... ces trajectoires-là, parce que c'est souvent des gens qui ont le sentiment qu'ils sont arrivés à un point de leur vie où rien ne peut leur arriver, et puis finalement il va y avoir un élément, ça peut venir de leurs enfants, ça peut venir d'eux-mêmes, ça peut venir... il y a à la fois le libre arbitre et ce hasard, finalement cet inconnu qui régit aussi nos vies. Encore quelqu'un? Une question? Bonsoir. Moi, je n'ai pas vu la même lecture. Dans le micro, parce que là, on ne vous entend pas. De toute façon, chacun a sa lecture. C'est assez intéressant de voir... Du roman, je n'ai pas eu le sentiment d'une figure, d'une chute, de tout ce dont j'ai entendu parler là. J'ai eu au contraire le sentiment d'un milieu plutôt protégé,
démarre une start-up, tout va bien pour lui, la petite sœur elle est dépassée, on balaye, on essuie, et puis on s'en tire bien. Et c'est plutôt ça que j'ai retenu. Et ce qui m'a un peu gênée, moi, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie du procès, effectivement, et je trouve que non, les femmes. Ah, Larsen. Non, je trouve que la description justement de Nina est très très touchante. J'étais très très émue justement par les témoignages, par ce qu'elle disait, ce qui m'a un peu gênée, peut-être c'est une douleur personnelle, je ne sais pas, ce qui m'a gênée c'est un peu le télescopage des milieux sociaux. Et je me suis demandé comment est-ce que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans une société beaucoup plus cloisonnée que ça. Alors peut-être que je me trompe. Et comment est-ce que... En fait, comment ils ont pu se rencontrer? Comment se rencontrer, donc vous l'expliquez, elle va donner une conférence, je ne sais pas comment. Ouais, mais comment une jeune femme qui est habituée à un tel milieu social peut vivre avec un prof juif de collège quand on connaît les deux milieux, pour avoir fréquenté les deux milieux. Moi, c'est un truc, j'ai du mal. Voilà. Maintenant, c'est vrai que la réalité par des passions de fiction, je suis plutôt à l'aise. C'est quand même une très grande histoire d'amour, l'histoire d'Adam et Claire. Il y a une très grande histoire d'amour et il y a aussi c'est une très grande passion sexuelle. C'est-à-dire que je commence le livre là-dessus d'ailleurs, c'est-à-dire que finalement ils découvrent à la quarantaine quelque chose qu'ils n'ont jamais connu dans leur vie conjugale respective. Et donc dans un premier temps, ils sont convaincus que leurs différences vont être effacées et en fait ils sont très vite rattrapés par le réel. J'entends bien, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas préparé à ça, que les prémices du livre, si vous voulez, les trois filles, les filles, Claire, etc., qui sont à New York avec Clinton, tout ça, nous prépare vraiment à justement cette passion. Et puis ce qui m'imaginait aussi, c'est la description de cette femme juive de façon aussi détaillée. Alors je vais vous demander, quelle est la place. Parce qu'elle est austère, etc. Parce que la mère est dure et rigoriste, c'est ça qui est. Non, la description des règles de pureté, de toute cette entrée dans l'intimité que cette famille. Moi, ça m'a. Je ne suis pas du tout orthodoxe. Non, mais c'est intéressant parce que vous avez employé un mot qui, pour moi, est très intéressant. Vous avez dit « ça m'a gêné ». Et en fait, moi, j'aime bien l'idée qu'un livre mette un peu mal à l'aise. C'est-à-dire que je considère que finalement, le roman, c'est peut-être le dernier espace démocratique où on peut tout dire, où on peut tout écrire, où finalement les tabous tombent, et même les sujets que dans la vie de tous les jours, on n'oserait pas aborder, dans le roman, on peut les aborder. Et moi-même, quand je lis, j'ai besoin d'être un peu dérangée finalement dans mes convictions, dans mes certitudes. Et voilà, ça bouscule. Et au fond, c'est vrai que c'est aussi ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'en décrivant cette scène, où effectivement, Adam, on comprend que finalement, il y a quelque chose qui est rompu avec sa femme du point de vue du désir, parce qu'elle a choisi un mode de vie beaucoup plus rigoriste et que lui a envie de s'en échapper. Finalement, ils réagissent différemment après la tragédie de Toulouse. Et ça, par contre, c'est des choses que j'avais déjà vues dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand l'un des conjoints devient très pratiquant et l'autre non, il y a une forme d'incompréhension et de rupture, et parfois même de perte de désir. Et d'une certaine façon, Claire incarne un monde nouveau, une forme de liberté, un désir d'échapper à une forme de carcan. Alors il va très vite se rendre compte qu'en fait c'est impossible, et puis en plus il va pas être du tout heureux de cette façon. Et quant à la fille Mila, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle veut échapper à sa mère, à son mode de vie. Sa mère veut qu'elle porte des jupes longues, qu'elle ait les bras couverts. Elle n'a pas du tout envie de ça. Quand on apprend au procès qu'elle a une liaison avec... c'est ça. Oui, mais il ne faut pas raconter tout le livre. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse... Voilà. Oui. Ça fait tomber, si vous voulez, certains... alors, je ne sais pas si peut-être que vous avez préjugés, des a priori, je ne sais pas. Mais pour moi, effectivement, encore, dans ma tête, dans mon imaginaire, une fille de famille religieuse,
Mais alors moi, j'avais déjà entendu une histoire comme ça, en fait. Voilà. Et je me suis posé la question par rapport à un public non juif, justement, l'effet. Alors c'est intéressant parce que moi, j'ai pas du tout eu de réaction par rapport à ça. Non, j'ai lu quelques questions sur l'antisémitisme, voilà. Enfin, mais sur le couple lui-même, non, pas du tout, parce que encore une fois, je suis convaincue que c'est parce qu'ils viennent d'univers radicalement différents qu'ils ont été aussi attirés l'un vers l'autre. Finalement, il y avait quelque chose d'exotique pour l'un comme pour l'autre. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Et ensuite, on va passer à côté pour que vous puissiez faire signer vos livres. Alors, moi, je vais vous poser une question. Vous commencez votre livre sur toute la volonté de déconstruction à un moment de sa vie, réussir à construire, mais à un certain moment, être capable de tout quitter et de tout déconstruire. Et de la vie de qui? De Claire. De Claire? Oui, au début, il y a toute une théorie sur le fait qu'on construit toute sa vie et que pour un instant, on arrive à déconstruire toute sa vie, comme Claire et Adam qui partent et qui déconstruisent entre guillemets leur famille et tout ce qu'ils ont construit. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi ça comme cette déconstruction-là. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette déconstruction-là pour arriver justement à ensuite, en fait c'est eux le fruit de ce qui va arriver après. Pourquoi est-ce que quelque part votre conséquence devient un désaccord sexuel, enfin une agression entre deux autres personnes? Est-ce qu'il y a alors en fait, moraliste là-dedans? Non, pas du tout. C'est que c'est vrai qu'il suffit de le constater qu'à la fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, une histoire d'amour et le sexe, c'est dans sa version magnifiée, c'est quelque chose de sublime. On touche au sublime de la vie humaine. Et ça peut aussi être un instrument de violence et de prédation et de pouvoir. Donc il y avait ces deux facettes finalement qui étaient intéressantes à explorer, notamment dans un roman. Et puis il y avait aussi, c'est des personnages qui ont une quarantaine d'années, donc un moment où je le voyais autour de moi, beaucoup de gens se posent des questions, parfois remettent tout en cause, divorcent, changent de vie complètement, refont des enfants, enfin... Et j'avais envie aussi de raconter ce point Finalement, on touche dans ce livre à différents points de fragilité de l'être. Donc les parents sont très fragiles en fait, et le fils et la fille sont extrêmement fragiles aussi à leur façon. Enfin, Alexandre, on apprend très vite qu'il a fait quand même une tentative de suicide, donc il réussit tout, mais c'est quand même quelqu'un qui est fragile. Et Mila aussi, elle-même est une jeune fille très vulnérable, notamment parce qu'elle a vécu. Voilà, c'était vraiment le point de départ, c'était ça, c'était de montrer tout. Ça veut dire comment dire, il n'y a pas une relation de cause à effet quelque part? Non, c'est pas moralisateur. Non, je dis pas, c'est parce qu'ils ont eu cette relation que le drame est arrivé. Maintenant, par contre, c'est quand même un livre qui pose la question de la situation aussi des familles recomposées, parce que c'est un sujet dont on parle peu. Il y a beaucoup de divorces, beaucoup de familles recomposées, mais on parle très peu finalement de cette recomposition-là. Est-ce que des gens qui vivent ensemble, on leur dit voilà, dorénavant vous allez vivre tous ensemble, est-ce qu'ils s'aiment pour autant? Est-ce qu'ils vivent en bonne intelligence pour autant? Est-ce que les choses sont simples? Et là, j'ai imaginé un cas extrême, c'est-à-dire le garçon qui va violer la fille du conjoint. C'est un cas extrême. Mais j'avais déjà vu, notamment dans des procès, des cas où il y avait eu des attouchements entre le beau-père et un enfant, par exemple, un enfant de la nouvelle conjointe. Donc ça, c'est des choses qui existent, on les voit au palais de justice. Un cas pareil, voilà, c'est moi qui ai eu l'idée, mais il n'y a pas du tout de cause à effet, c'est les choses de la vie, hein, c'est les choses humaines, c'est-à-dire que ce sont des choses qui peuvent arriver, et effectivement... ce saccage-là peut arriver malheureusement dans n'importe quel foyer. Bon voilà, ce sera la formule finale. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous rends à vos lecteurs qui vont vous faire signer vos livres.